J'étais prête à divorcer de mon mari. Les papiers étaient prêts, l'avocat engagé et je n'avais qu'à signer. Mais ensuite j'ai entendu ce qu'il a raconté à ses amis sur moi et ce que j'ai entendu a absolument tout changé. Laissez un like maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir s'il y a des gens de toute la France qui suivent cette histoire. Et regardez, cette histoire que je vais raconter aujourd'hui a été l'une des expériences les plus intenses de ma vie. Vous savez quand vous êtes tellement sûr d'une chose que vous ne la remettez même plus en question. J'étais absolument certaine que mon mariage était terminé. 15 ans ensemble et ces 3 dernières années, tout s'est effondré. Mon mari, Bruno, et moi étions devenus pratiquement des étrangers vivant dans la même maison. On se parlait à peine. Il rentrait du travail et allait directement à l'ordinateur. J'essayais de parler, il répondait par monosyllabes. Le week-end, il sortait avec ses amis et je restais seule. C'était comme si j'étais invisible. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Je me sentais vraiment invisible dans mon propre mariage. Alors, il y a 2 mois, j'ai pris la décision. J'ai consulté un avocat, expliqué toute la situation et il a préparé les documents de divorce. J'attendais juste le bon moment pour parler à Bruno, mais j'avais peur de la conversation. Vous savez, 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Même avec tout ce qui allait mal, ça faisait quand même mal de penser à terminer. Et puis est arrivé ce vendredi qui a tout changé. Bruno avait prévu de recevoir des amis à la maison pour regarder le football, ce qu'il ne faisait plus. Normalement il sortait, mais cette fois il avait décidé d'inviter les gens à venir ici. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé, peu importe, je resterai dans la chambre de toute façon. Les amis sont arrivés vers 20 heures. J'ai salué tout le monde, j'ai été polie comme toujours et je suis montée dans la chambre. J'ai mis mon pyjama, pris mon livre et j'ai pensé que j'allais avoir une soirée tranquille à lire pendant qu'il regardait le match en bas. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la lecture. Ma tête était focalisée sur le divorce. Il devait être environ 22 heures quand j'ai réalisé que j'avais soif. Je descendais l'escalier très lentement parce que je ne voulais rien interrompre. Le salon était juste à côté de la cuisine, donc on pouvait tout entendre. Et c'est là que j'ai entendu mon nom. Ricardo, l'un des meilleurs amis de Bruno, a dit « Et Camilla, comment va-t-elle » J'ai gelé au milieu de l'escalier. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose m'a dit de rester là et d'écouter. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Bruno a mis quelques secondes à répondre et quand il a répondu, sa voix était différente, plus basse, plus sérieuse. Il a dit « Mec, j'ai tout gâché avec elle. » Je suis restée là, tenant le mur de l'escalier, n'en croyant pas ce que j'entendais. Bruno a continué. J'ai été le pire mari que quelqu'un pourrait avoir et je le sais. Tous les jours je me réveille et je pense à ce que j'ai fait à notre mariage, à ce qu'on avait. Et tous les jours je me déteste un peu plus pour ça. J'ai dû m'asseoir sur la marche de l'escalier. Mes jambes sont devenues faibles. En 3 ans de mauvais mariage, je n'avais jamais entendu Bruno parler comme ça. Il avait toujours été fermé, ne montrait jamais ce qu'il ressentait. Et maintenant il était là en train d'ouvrir son cœur à ses amis sur moi, sur nous. Marcelo, un autre de ses amis, a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? Vous étiez si heureux. » Et Bruno a poussé un soupir si lourd que j'ai pu l'entendre de là où j'étais. Il a répondu « Je suis tombé en dépression, mec. Une vraie dépression. » Et je ne l'ai dit à personne, surtout pas à elle. J'ai senti mon monde se retourner à ce moment-là. Dépression? Bruno était en dépression et je ne le savais pas? Comment ça il ne me l'a pas dit? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Ma tête explosait avec 1000 questions en même temps, mais je suis restée là en silence, écoutant chaque mot qui sortait de sa bouche. Bruno a continué à raconter. Ça a commencé au travail. Mon nouveau patron est un type horrible. Il humilie tout le monde devant les autres, mais une pression absurde, menace de licencier pour n'importe quoi. J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur froide, le cœur qui bat la chamade, en pensant au lendemain. C'était un enfer et je ne pouvais pas sortir de ça.
Ricardo a demandé, mais pourquoi tu n'as pas dit à Camilla? C'est ta femme, mec. Elle aurait compris. Et la réponse de Bruno m'a brisé le cœur. C'est justement pour ça. Elle est ma femme. La femme à qui j'ai promis de prendre soin, de protéger, de rendre heureuse. Comment j'allais aller la voir et lui dire que j'étais brisée, que je ne gérais rien, que j'étais un échec. J'ai commencé à pleurer là, assise sur l'escalier. Je pleurais en silence, la main sur la bouche pour ne pas faire de bruit, parce que tout a commencé à avoir du sens. Son éloignement, le silence, les sorties constantes. Il ne m'évitait pas parce qu'il ne m'aimait plus. Il essayait de cacher ce qu'il traversait, il essayait d'être fort et se faisant s'est complètement éloigné de moi. Marcelo a dit, « Mais Bruno, tu devais lui parler. » Le mariage, c'est partager les choses, les problèmes aussi. Et Bruno a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je le sais maintenant, mais à l'époque je pensais que je la protégeais. Je pensais que si je lui racontais tout, j'allais mettre un poids sur ses épaules qu'elle ne méritait pas de porter. Alors j'ai préféré porter seule. Et dans le processus, je l'ai perdu. Maintenant je dois revenir un peu en arrière dans l'histoire pour que vous compreniez à quel point cette révélation m'a affectée. Laissez-moi vous raconter comment les choses ont commencé à s'effondrer il y a 3 ans. Parce que jusque-là on avait un très bon mariage, vraiment très bon. On s'est rencontrés quand j'avais 22 ans et lui 24. C'était le coup de foudre comme dans les films. On s'est fréquentés pendant 4 ans avant de se marier. Et les premières années de mariage étaient parfaites. On parlait de tout. On faisait des projets ensemble, on voyageait, on riait beaucoup. Bruno était affectueux, attentionné, présent. Il rentrait toujours à la maison avec un sourire, m'embrassait, demandait comment s'était passée ma journée. On dînait ensemble tous les jours. Ça peut paraître bête, mais c'était notre moment. Mais il y a 3 ans, tout a changé du jour au lendemain. Littéralement, il est rentré à la maison un lundi et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent. Il était sérieux, tendu, distant. J'ai demandé si tout allait bien. Il a dit oui, que c'était juste la fatigue du travail. Je l'ai cru. Après tout le monde a des mauvais jours, non? Sauf que le mauvais jour est devenu une mauvaise semaine, la mauvaise semaine est devenue un mauvais mois. Et quand je m'en suis rendu compte, 6 mois s'étaient déjà écoulés et mon mari était pratiquement un étranger. Il ne me parlait plus, ne me touchait plus, ne montrait plus aucune sorte d'affection. C'était comme si j'étais devenue partie du mobilier de la maison. J'étais là, mais il ne me voyait plus. J'ai tout essayé. Je jure que j'ai essayé. Je préparais ses plats préférés. J'essayais d'engager la conversation sur les sujets qu'il aimait, je suggérais des activités à faire ensemble, mais rien ne fonctionnait. Il mangeait en silence, répondait par oui ou non et refusait toutes les invitations. Finalement, je me suis lassée d'essayer. Lassée de me sentir rejetée dans mon propre mariage. Et puis les sorties ont commencé. Tous les vendredis, il sortait avec ses amis. Tous les samedis, il inventait un engagement quelconque. Le dimanche, il restait toute la journée sur l'ordinateur. Je restais seule, complètement seule. Il y a des fois où je passais tout le week-end sans avoir une vraie conversation avec lui. Et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est une solitude qui nous ronge de l'intérieur petit à petit. C'est devenu insupportable. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il avait quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ne m'aimait plus et n'avait pas le courage de le dire? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal sans même le savoir? Je me culpabilisais, vous savez? Je passais des heures à penser à ce que j'aurais pu faire différemment. Je me regardais dans le miroir et je me demandais si j'avais tant changé que ça pour qu'il perde tout intérêt en moi. Il y a eu une nuit en particulier qui a été la goutte d'eau pour moi. C'était il y a environ 4 mois. C'était notre anniversaire de mariage, 15 ans ensemble. J'avais fait un dîner spécial, mis une belle robe, arrangé toute la table. J'essayais de récupérer quelque chose de ce qu'on avait. Quand il est rentré à la maison, il a regardé la table, m'a regardé et a simplement dit « C'est aujourd'hui. Désolé, je suis très fatiguée. Je vais prendre une douche et dormir. » J'ai pleuré toute cette nuit, assise seule à cette table, avec la nourriture qui refroidissait, les bougies qui fondaient, me sentant la personne la plus idiote du monde pour essayer encore de sauver quelque chose qui était clairement déjà mort. C'est là que j'ai décidé. Ça suffit. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je mérite d'être heureuse.
Je mérite quelqu'un qui me voit, qui me valorise, qui m'aime vraiment. Le lendemain, j'ai consulté l'avocat, expliqué toute la situation. Il m'a conseillé sur le processus, sur la division des biens, surtout. Et puis a commencé le processus de préparation des documents. Ça a pris 2 mois d'attente. 2 mois où j'ai continué à vivre avec Bruno, à dormir dans le même lit, mais complètement déconnecté de lui. C'était déjà un divorce émotionnel, il ne manquait que le papier. Et puis, pour revenir à ce vendredi fatidique, j'étais toujours assise sur l'escalier à écouter leur conversation. Ricardo a demandé à Bruno, « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as déjà essayé de parler avec elle, expliquer ce qui s'est passé. » Et Bruno a répondu d'une voix étranglée. « Je pense que c'est trop tard, mec. Je sens qu'elle a déjà renoncé à moi et je ne peux pas lui en vouloir. Je ferai la même chose à sa place. » Marcelo a insisté. « Mais tu dois essayer, Bruno. Tu ne peux pas laisser 15 ans partir sans te battre, sans au moins essayer d'expliquer ce que tu traversais. Elle mérite de connaître la vérité. » Et Bruno a lâché. « J'ai peur de parler et que ce soit trop tard. J'ai peur d'ouvrir mon cœur et de découvrir qu'elle ne ressent plus rien pour moi, qu'elle m'a déjà oublié. Ça va me détruire complètement. » C'est quand Ricardo a dit quelque chose qui m'a fait me lever de l'escalier. « Bruno, Camila te regarde tous les jours avec une tristesse dans les yeux qui brise le cœur de celui qui la voit. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui ne ressent plus rien. C'est le regard de quelqu'un qui aime encore, mais qui est fatigué de souffrir. Si tu lui parles maintenant, il y a encore une chance. Si tu laisses passer plus de temps, là oui ce sera trop tard. Je n'ai plus supporté de rester caché là. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient et je devais faire quelque chose. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas écouter. Je ne pouvais plus laisser cette distance continuer à exister entre nous maintenant que je comprenais enfin ce qui s'était passé. Alors j'ai respiré profondément et j'ai descendu le reste de l'escalier. Quand je suis entrée dans le salon, ils étaient tous les 3 là. Bruno, Ricardo et Marcelo. Ils m'ont regardé avec un air surpris, surtout Bruno. Il est devenu pâle, s'est levé rapidement du canapé et a dit « Camila, je ne savais pas que tu étais là. Depuis combien de temps tu ?» Et j'ai regardé dans ses yeux et j'ai répondu « Assez longtemps pour tout entendre, pour tout comprendre et pour réaliser à quel point j'ai été aveugle tout ce temps. » Ricardo et Marcelo se sont regardés et Ricardo a dit « On va y aller, on vous laisse parler. » Ils sont sortis rapidement et nous sommes restés Bruno et moi là, seuls pour la première fois depuis longtemps, nous regardant vraiment. Il avait les yeux larmoyants. Moi aussi. Aucun de nous deux ne savait par où commencer. C'était trop de choses refoulées. 3 ans de silence, de douleur, de distance. Et maintenant, tout qui remontait à la surface d'un coup. C'est moi qui ai brisé le silence. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu as pensé que tu devais passer par ça seul? On est mariés, Bruno. On a promis d'être ensemble dans la joie et dans la tristesse, dans la santé et dans la maladie. Tu te souviens de ça? Et il a répondu en pleurant. Je me souviens. Je me souviens de chaque mot que j'ai dit ce jour-là. Mais je pensais que je te protégeais. Je pensais que j'étais fort. J'étais idiot. Je me suis approché de lui et j'ai dit, tu n'étais pas idiot. Tu étais malade. Tu souffrais et je ne l'ai pas remarqué. J'ai aussi échoué avec toi, Bruno. J'aurais dû insister plus. J'aurais dû remarquer que quelque chose de très grave se passait. Mais j'étais tellement concentrée sur ma douleur, sur ma solitude, que je n'ai pas pu voir la tienne. Et il a tenu ma main pour la première fois depuis des mois. Son toucher était tremblant, incertain. On s'est assis sur le canapé et on a parlé toute la nuit. Il m'a tout raconté sur le patron abusif, sur les crises d'anxiété, sur comment il se sentait un échec. Ça m'a complètement brisée. Savoir que mon mari en était arrivé à ce point et que je n'étais pas là pour lui m'a détruite. Mais il m'a expliqué que ce n'était pas ma faute, qu'il s'était complètement fermé et n'avait laissé personne entrer. Je lui ai raconté les papiers du divorce, comment j'avais renoncé à notre mariage, la solitude que je ressentais. Et il a tellement pleuré quand je lui ai raconté ça. Il m'a demandé pardon tellement de fois que j'ai perdu le compte. Et moi aussi j'ai demandé pardon de ne pas avoir été plus persistante, d'avoir abandonné, de ne pas avoir plus lutté pour notre mariage. On s'est trompés. Tous les deux de manière différente, mais on s'est trompés. Et vous savez quelle a été la partie la plus importante de notre conversation? Quand on a décidé de recommencer à zéro. Bruno m'a raconté qu'il avait commencé une thérapie il y a 1 mois, qu'il prenait des médicaments, qu'il essayait de guérir et qu'il avait demandé un transfert au travail.
Il essayait de reconstruire sa vie et il voulait m'inclure dans ce nouveau départ. Si je voulais encore être là, si je l'aimais encore. Et je l'ai regardé et j'ai dit la vérité. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, Bruno, pas un seul jour. J'étais en colère, blessée, fatiguée, mais je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Et si tu es prêt à travailler là-dessus, à t'ouvrir à moi, à me laisser rentrer dans ta vie à nouveau, alors je suis prête aussi. On peut reconstruire ça ensemble de la bonne manière cette fois. Avec communication, avec honnêteté, avec un vrai partenariat. Cette nuit-là, on a dormi enlacés pour la première fois en 3 ans et j'ai senti que j'avais retrouvé mon mari. Pas le même qu'avant, parce qu'on avait changé. On avait grandi, on avait souffert, on avait mûri. Mais je l'avais retrouvé. Et cette fois ce serait différent. Cette fois on allait le faire correctement. Avec vérité, avec vulnérabilité, avec un amour véritable. Le genre d'amour qui affronte les tempêtes ensemble, pas séparément. Aujourd'hui, 2 mois après cette nuit, je peux dire qu'on reconstruit notre mariage. Ce n'est pas facile. Il y a des jours difficiles, il y a des moments où on trébuche. Mais la différence c'est que maintenant on parle. Bruno me dit quand il passe une mauvaise journée. Je lui dis quand je me sens insécurisée. On fait une thérapie de couple 1 fois par semaine et on apprend à être de vrais partenaires. Les papiers du divorce sont déchirés. Je n'ai jamais signé et je ne signerai jamais, parce que j'ai appris que le mariage n'est pas d'abandonner à la première difficulté. C'est de se battre, c'est de s'en sortir ensemble, c'est de choisir chaque jour de rester et de travailler sur les choses. Et je choisis Bruno tous les jours, même les jours difficiles, parce qu'il en vaut la peine et notre amour en vaut la peine. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est parler, communiquer. Ne laissez pas l'orgueil, la peur ou la honte détruire quelque chose de précieux. Si vous traversez quelque chose de difficile, partagez-le avec votre partenaire. Et si vous remarquez que votre partenaire est distant, insistez. N'abandonnez pas facilement, parce que parfois la personne qui a le plus besoin d'aide est celle qui peut le moins la demander. Avant de partir, laissez un like si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir s'il y a des gens de toute la France qui suivent ces histoires. Et si vous avez une histoire similaire, vous pouvez la partager aussi. Parfois on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans ça. Tantar novamente.